Hunter x Hunter, je pense que vous connaissez, œuvre de Yoshihiro Togashi. Je vais pas faire l'ancien, j'ai découvert avec l'anime de 2011, j'en avais déjà entendu parler grâce à J-Star Victory, pour ceux qui connaissent, le jeu était incroyable en vrai. J'ai kiffé dès le début, dès l'examen Hunter. Je connaissais déjà Dragon Ball et Naruto, donc de mon côté, j'ai pas pu m'empêcher de faire un rapprochement. Puis j'ai vu que c'est sorti avant Naruto, et je me suis rendu compte que Togashi et Toriyama sont vraiment les darons de Kishimoto. C'est surtout inspiré de Jojo Hunter x Hunter en vrai, surtout sur les combats, mais bref, là n'est pas le sujet. Il y a un arc qui m'a fait comprendre que, ah ouais, Togashi, c'est un crack. Cet arc, c'est l'arc Yorkshin. Et cet arc, il m'a mis une grosse claque. J'ai kiffé, bordel. Dans l'arc précédent, Gon et Killua ont appris le Nen. Et cette fois-ci, c'est au tour de Kurapika de s'aventurer dedans. On découvre qu'il est du type de la matérialisation, ce qui lui permet en gros de matérialiser une chaîne. Ouais, une chaîne, mais vous verrez que son pouvoir est incroyable. Bon, après, j'imagine pas les dérivés BDSM qu'il doit lâcher le frérot, mais là, je crois que je dérape et on comprend très vite un point important. L'arc est un point de rendez-vous. Pour les protagonistes, déjà, qui s'étaient donné rendez-vous ici avant de se séparer. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en dehors de Léolio, chacun a eu sa raison de venir ici. Kurapika par rapport à son nouveau métier, garde du corps de mafieux, de la famille Nostrade plus précisément, mais aussi pour pourchasser la brigade fantôme, qui, il se trouve, porte un intérêt pour les enchères de Yorkshin. Du côté de Gon et Killua, c'est la même, il veut participer aux enchères pour acquérir Grid Island, un jeu que le père de Gon a créé. Autre chose à noter, c'est vraiment l'introduction qui est réussite, et dans Hunter x Hunter, c'est important. Bah ouais, Togashi aime trop changer du tout au tout à chaque arc. Il a une capacité de renouvellement folle, et pour moi, c'est aussi quelque chose qu'il a repris de Jojo. Il fait clairement ce qu'il veut, et en plus, il réussit à faire des transitions vraiment excellentes. Mais qu'est-ce qui lui permet de faire ça? Pour moi, le nombre de protagonistes est un point majeur à ces transitions. Le fait qu'il les fait se séparer puis se retrouver par la suite permet d'abord de suivre Gon et Killua seul pendant un petit moment, puis après de revenir sur Kurapika. Donc du coup, nous ça nous choque pas quand on voit que Kurapika il est ailleurs en fait, parce que bah ils sont séparés avant, c'est logique. Et en plus c'est géré parfaitement bien. À chaque fois, il introduit précisément les choses. Et d'ailleurs cet arc sert un petit peu à introduire la Grid Island aussi. Comme je l'ai dit, l'introduction de l'arc est faite via le personnage de Kurapika. On les découvre dans un tout autre environnement et notamment dans son rôle de garde du corps. On découvre ici de nouveaux personnages qui en vrai ont leur importance. Surtout Senritsu, même si on va pas se mentir, elle a une sacrée dégaine. Hein. Mais ce n'est pas tout. La narration, elle aussi, est vraiment maîtrisée. Rien qu'au niveau du rythme, le changement entre le sérieux des scènes avec Kurapika et le côté un peu plus slice of life, un peu plus chill des scènes entre Gon et Killua et Léolio, c'était vraiment excellent. Et ce genre de scènes ont leur importance, on reviendra dessus après. J'ai bien aimé le choix de Togashi de faire en sorte que les personnages se croisent avant même les gros événements. Le premier contact avec Gon et la brigade fantôme se fait autour d'un bras de fer par exemple, élément qui sera réutilisé par la suite. L'arc a clairement cette ambiance de film mafieux et j'ai trouvé ça super rafraîchissant. Niveau action, au début, ça prend son temps, c'est logique, on doit nous introduire de nouveaux personnages, leur capacité de naine, leur caractère, les antagonistes, en gros tous les éléments qui vont permettre de guider le récit. Tout va se centrer sur l'organisation qui a rejoint Kurapika. On va découvrir comment ça marche, les risques du métier et découvrir qui ils vont devoir protéger. Du côté de Gon et Killua, au début, ils veulent surtout rassembler un maximum d'argent. Une fois le contexte et l'enjeu posé, c'est au moment de passer à l'action. Les événements se déroulent bien plus rapidement à partir de là. C'est surtout grâce à la brigade fantôme qui se met à agir et c'est le moment d'introduire une autre organisation, les bêtes de l'ombre. Bon, j'avoue qu'introduire une organisation avec un genre de verre humanoïde bien dégueulasse, même Monsieur Honki il est choqué, un gros lard qui est bien nourri par le frigo, un nain bien poilu, même les Portugais ils ont jamais vu ça, et un couillon qui a la dégaine d'un gars qui n'a pas touché d'herbe depuis plusieurs années, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus marquant, mais c'est normal, ils permettent clairement de mettre en valeur la brigade fantôme. Se dire que Uvogin lui seul réussit à fumer plusieurs de leurs membres, c'est une folie. Bon, ensuite ils se sont tous fait rouster, mais le but est clairement de montrer la menace que représente la brigade fantôme. Ils sont trop forts, et même dans le contexte de l'arc, ça fonctionne totalement. On nous montre les obstacles que Kurapika va devoir faire face pour assouvir sa vengeance. Ça permet de poser directement la menace de l'arc, et ça nous offre de belles scènes d'exposition par rapport à la brigade fantôme, notamment sur Uvogin, qui, jusqu'à la fin de son combat face à Kurapika, est traité comme l'antagoniste de l'arc. D'ailleurs pour moi, il y a deux parties dans cet arc. Une partie avec Uvogin, jusqu'à la fin du combat contre Kurapika du coup, et par la suite celle sur la brigade fantôme de manière plus générale. Ce que je trouve fascinant, c'est la capacité de Togashi à utiliser ses personnages secondaires. Parfois c'est surtout pour apporter de l'attachement aux événements, mais pour d'autres personnages, ils sont clairement importants, et ça j'y reviendrai après. Pour une bonne histoire, on a besoin d'éléments perturbateurs dans le récit, et ici, qu'est-ce qu'on a? La brigade fantôme, évidemment, on connaît leur objectif, mais tout le mystère autour de cette organisation les rend totalement imprévisibles. Ils sont capables de se battre entre eux, mais aussi de faire équipe pour vaincre un ennemi. En bref, ils sont les éléments perturbateurs par excellence, et ce qui les rend vraiment dangereux, c'est l'impression que donne Kuroro d'avoir tout calculé. Kurapika est lui aussi un élément perturbateur, notamment à cause de sa haine qui l'empêche clairement de se retenir par moment. Il était à deux doigts d'aller au suicide face à Uvogin et la brigade fantôme quand même. Et là est toute l'utilité du personnage de Senritsu, elle sert à canaliser Kurapika, mais en plus de ça, la relation entre les deux et leur entraide rend le tout vraiment sympa à suivre, et ça permet d'avoir un attachement tout autre au personnage, notamment des scènes où ils discutent tout simplement qui permettent à la fois de rendre les personnages plus vivants, mais aussi d'appuyer les motivations de Kurapika et d'introduire celles de Senritsu. Outre le côté attachement au personnage, l'utilité de ce genre de scène est vraiment bien présente. Senritsu est un personnage que je trouve assez intéressant de par son rôle, comme dit plus tôt, mais surtout par son écriture qui tourne autour de la musique, montrant que ça peut avoir un réel impact sur nous. Son haine, mais aussi ses motivations sont
sont au rapport avec ça. De mon côté, ça m'a tout de suite rendu curieux quant au traitement de ce personnage. Même s'il faut l'avouer, elle a une sacrée dégaine. Guettez la calvitie de zinzin, même Zizou il est choqué, et rends-les dans la Bugs Bunny, à quoi tu joues frérot? Mais passons au point culminant de la première partie de cet arc, le combat Kurapika-Uvogin. J'ai trouvé ça excellent, le côté kidnapping, course-poursuite avant le combat, ça rajoute clairement de la tension, ça fait monter la hype quant à leur confrontation. Et en plus de ça, ça aide clairement à l'ambiance qu'a voulu donner Togashi à cet arc. On a tout dans ce combat, stratégie, mise en scène, symbolique, les plans avec la lune rouge en fond c'était magnifique. D'ailleurs, au début du combat, c'est Uvogin qui est surélevé par rapport à Kurapika, comme pour montrer qu'il se sent supérieur. Plus le combat il avance, plus il comprend son infériorité, chose qui est montrée dans la mise en scène directement, car c'est finalement Kurapika qui est au-dessus de lui. Mais pour qu'un combat soit intéressant, la mise en scène c'est cool, mais ce qu'il raconte c'est tout aussi important. Déjà par rapport à Uvogin, on commence à comprendre sa mentalité, il vit pour le combat et il ne fait aucune différence entre le bien et le mal. Il aime se battre, donc il aime les personnes comme Kurapika qui viennent se venger. On comprend qu'il était un participant au massacre du clan Kuruta, donc il a un lien direct avec la vengeance de Kurapika. La volonté est un sujet abordé par le combat dans Hunter x Hunter. D'ailleurs, le nen dépend beaucoup de la volonté, donc finalement c'est comme si les combats étaient présents pour tester sa détermination. Uvogin pense que ceux qui veulent assouvir une vengeance sont des crétins. Dans le cas présent, le crétin est donc Kurapika. Et c'est intéressant car on verra que ce combat pose finalement les bases d'un sujet qui sera conclu à la fin de l'arc. Et faisons une pause dans tout ça pour parler du nen. Sérieusement, c'est incroyable les capacités de Kurapika, c'est le moment d'en parler. Il a 5 chaînes, chacune pour un doigt de sa main droite. Il est évidemment capable de la cacher, il s'en sert notamment pour bloquer Uvogin durant le combat. Chacune des chaînes représente une capacité et certaines de ces chaînes là sont pour la brigade fantôme spécialement. Il a d'abord la Holy Chain qui lui permet de se guérir, la Chain Jail qui lui permet de restreindre les mouvements et donc d'emprisonner son adversaire, la Dogsy Chain qui lui permet de notamment faire des enquêtes, en gros ça détecte le mensonge, et la Judgment Chain qui lui permet d'imposer une condition à son adversaire et s'il ne la respecte pas, il meurt tout simplement. C'est d'ailleurs ce pouvoir qu'elle a utilisé pour imposer ses conditions. Et ce n'est pas tout car évidemment je ne l'ai pas précisé, mais Kurapika est aussi de la spécialisation. Et oui, quand il a ses yeux rouges, bah il est tout simplement d'un autre type de nen. Et ça s'appelle donc Empereur Tain. C'est grâce à ça qu'il maîtrise tous les types de nen à 100%. Et en tout cas, dans cet arc, on ne connaît pas encore toutes les chaînes de Kurapika. Ce qui est ultra intéressant, c'est que Togashi arrive à utiliser habilement ses pouvoirs dans la stratégie de chacun des combats de Kurapika. Et c'est fascinant à voir, vraiment. Bref, le combat est magnifique, il a tout. Il permet clairement de faire avancer l'histoire en posant les bases du sujet de la vengeance qui, comme je l'ai dit, sera exploité par la suite. On a donc Kurapika qui suit une vengeance et Uvogin qui nous dit que c'est un désir de crétin. Qui a raison? Si on parle seulement de ce combat, c'est Kurapika qui a l'air d'avoir raison étant donné qu'il gagne le combat. On verra par la suite que ce n'est pas forcément tout à fait ça. C'est d'ailleurs la preuve que Togashi exploite bien ses sujets. Il aurait pu seulement se limiter à ce combat-là et donner une réponse par le combat, mais le sujet sera exploité par la suite et c'est ça qui va être intéressant à voir. On remarque aussi la fidélité qu'a Uvogin envers la brigade fantôme, mais pour l'instant on ne sait pas encore pourquoi. En bref, on a là un excellent combat qui lie mise en scène, stratégie, symbolique et qui fait avancer le récit. Que ce soit au niveau des événements, la mort d'Uvogin va clairement faire bouger la brigade, mais aussi dans les thématiques, comme je l'ai dit au niveau de la vengeance. Bref, chose intéressante à noter, c'est que Gon, Killua et Léolio jusqu'à maintenant, ils ne sont pas vraiment dans le récit. Ils avancent surtout de leur côté, mais les personnages ayant un réel impact dans l'histoire, c'est surtout la brigade, Hisoka et Kurapika. Eux, ils sont avant tout en second plan. Mais ça tombe bien car les choses vont commencer à changer. Bon, ça prendra un peu de temps. D'abord, ils feront la rencontre de Zaipairu en faisant des enchères dans le but de faire du bénéfice. Il les aidera à ne pas se faire arnaquer. Et il n'en a peut-être pas l'air, mais cette rencontre sera importante dans la suite. C'est toujours sympa ce genre de moment, ça aide grandement à rendre le rite plus sympa à suivre et à faire un moment plus léger avant les gros événements, car oui, ça arrive. Gon et Killua vont enfin être liés à l'intrigue principale de l'arc. La brigade fantôme a une prime sur la tête et donc c'est le moyen idéal pour eux de se faire de l'argent. Finalement, Léolio il avait pas tort quand il disait que l'argent ça faisait tourner le monde. En tout cas, quand on voit les événements qui se passent dans cet arc. Encore un sujet que Togashi a posé et a continué d'exploiter par la suite de son œuvre. Magnifique. Gon et Killua, en plus de leur quête pour Grid Island, vont maintenant poursuivre la brigade fantôme. Mais bon, ils se font choper. Et ce que je trouve putain de génial, c'est que cet enfoiré de Togashi a quand même réussi à placer un moment random pendant la première rencontre de Gon, Killua et Zaipairu pour les faire s'échapper. Je ne sais pas si vous en rendez compte. En gros, le type a pris un moment où Zaipairu expliquait quelque chose à Gon et Killua pour pas se faire arnaquer. Et après, il a réutilisé ça comme stratégie. C'est ce genre de choses qui prouve à quel point le gars a tout calculé sur son récit, que chaque arc est bien ficelé finalement, et pour le coup, ici, c'était incroyablement bien ficelé. Bref, c'est lorsqu'ils seront capturés par la brigade que Killua va faire le lien entre le type à la chaîne et Kurapika. Ils vont donc après ça se rassembler et Kurapika va décider de faire équipe avec eux. On arrive doucement sur la fin, la brigade va décider de passer réellement à l'action, de faire une mission finale en quelque sorte, mais aussi pour rendre hommage à Uvogin.
En gros, c'est le bordel. Kuroro va se battre face à Zeno et Silva Zoldyck et le combat est juste génial. Il est ici vraiment pour montrer à quel point Kuroro c'est quelqu'un. Il essaye tout le long de voler une naine à Zeno mais ne trouve aucune opportunité. On comprend vite fait qu'ils ont un passé en commun aussi. Ça laisse place à notre imagination, mais j'espère sincèrement que Togashi continuera un jour Hunter x Hunter et qu'on découvrira ce qu'il s'est passé, car il y a l'air d'y avoir un véritable passif entre eux. La communauté de la mafia étant hors d'état de nuire à cause de Hirumi, Zeno et Silva s'en vont et l'hommage à Uvogin va être mis en place. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que Kuroro a tout calculé? Ouais, bah c'est encore plus flagrant ici. Et tout ça, à votre avis, il l'a fait pourquoi? Les objets des enchères? Oui, mais pas que. J'ai déjà parlé de l'hommage à Uvogin qu'il décide de rendre avec la brigade. Mais Kuroro, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il vole le pouvoir de Néon Nostrad. En gros, celle que Kurapika était censé protéger. Et il fait ça sans même que Kurapika puisse s'en apercevoir. La brigade va aussi se faire passer pour mort, ce qui prouve que c'était un plan minutieusement ficelé. On enchaîne et là on arrive au dernier acte. Tout d'abord, on se rend tout de suite compte de l'utilité qu'a le pouvoir de Néon et on voit Kuroro l'exploiter afin de prendre la meilleure décision possible. Il décide donc de rester et de directement traquer Kurapika. Et si certains s'attendaient à un combat ou un truc du genre pour clôturer l'arc, bah je peux vous dire tout de suite que vous avez pas compris qui c'est Togashi en fait. Il termine l'arc sans même que les personnages s'échangent des coups. Il y a de la tension totalement. Les scènes sont juste folles. Léolio qui apporte son aide à sa façon, Gon et Killua qui tentent de s'échapper, Kurapika qui capture Kuroro et tout va se jouer sur Pakunoda qui va finalement finir par se sacrifier pour le bien collectif. On a évidemment un petit épilogue qui permet par la suite de passer à l'arc suivant. Et évidemment, le combat Kuroro-Hisoka, ce sera pas pour tout de suite, hein. On l'a beau nous l'avoir hypé un petit peu dans l'arc, non, ce sera pas maintenant. Mais ça arrivera, vous inquiétez pas. Bref, l'arc était génial et je n'ai pas parlé de tout ce que je veux aborder encore. Vous vous en doutez bien. Parlons d'abord de l'univers. Bon, déjà l'univers de Hunter x Hunter, on sait qu'il est exceptionnel. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant? Tout d'abord, la ville de Yorkshire représente clairement New York. Ensuite, comment est-ce que Togashi fait pour rendre son univers autant vivant? Déjà, le fait que les personnages se rencontrent avant même les grands événements, c'est évidemment quelque chose d'important. Que souvent, certains personnages sont amenés à se croiser. Ok, mais ce n'est pas tout. Les personnages secondaires aident grandement à ça. Par exemple, le garde du corps de la famille Nostrad, là, le mec là qui contrôle les chiens. Ce gars-là a une vie, une famille, enfin, en tout cas une femme, et a un objectif à lui aussi. L'univers vit sans même les protagonistes. Chaque personnage vive leur vie au final. C'est un élément qui permet d'abord d'avoir de l'attachement à un personnage qui, pour le coup, de base, on est censé en avoir rien à branler, mais aussi de rendre l'univers vivant. Le fait que Léolio avance de son côté sans même qu'on le voie, ça rend aussi l'univers vivant. Ça montre quand même que en dehors des aventures qu'on suit, il se passe aussi des choses ailleurs. Mais ce n'est pas tout. Pour moi, la plus grande force de Yorkshire, c'est tout ce qui s'y passe, tout ce qui s'y trame en fait. Tout ce délire avec la mafia, les bêtes de l'ombre, tout ce qui se passe, les enchères, etc. Les rencontres qui parfois peuvent paraître anodines et qui s'avèrent finalement être importantes, notamment avec le personnage de Zephyrou. C'est tous ces éléments-là qui rendent l'univers d'Hunter x Hunter réellement vivant. Le principe de Hunter aussi, j'aime beaucoup ça. Il y a de tout, hein, des Hunters gourmets, des chasseurs de primes. Voilà, le principe de Hunter. Il y a même un dark web du Hunter limite, tu vois. C'est une dinguerie. Togashi a clairement créé quelque chose qui lui permet de faire littéralement ce qu'il veut. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Le principe de Hunter est juste en lui-même une source d'aventure. Et ça, c'est très fort. Mais parlons aussi plus en détail du Nen. Parce que oui, j'ai parlé des capacités de Kurapika parce que c'est un petit peu quelque chose d'important dans l'arc. Mais parlons non pas des capacités des autres personnages parce qu'en vrai, on ça pète un peu les couilles. Dans tous les cas, lis juste le manga ou regarde juste l'anime, c'est expliqué dedans. Parlons surtout de qu'est-ce que ça apporte le Nen finalement. Bref, le pouvoir est juste génial. C'est pour moi une des meilleures capacités de pouvoir avec les stands. Vraiment, il permet de tout faire. Bon, déjà, on l'a vu, le délire de la volonté avec le Nen, notamment via le combat Kurapika Uvogin, j'en ai déjà parlé. Mais ce qui est intéressant avec ce pouvoir, c'est qu'il permet de tout faire. Tu veux faire des combats bien bourrins, bien baston, tu peux, clairement. Hein, t'as juste à faire se battre deux mecs du type du renforcement et puis voilà. Là, ça va être littéralement celui qui a la plus grosse qui gagne, on va pas se mentir. Et je parle pas de la bite, hein, au cas où certains auraient pas trop compris. Mais tu veux faire des combats stratégiques, tu peux aussi. Il y a énormément de stratégies dans Hunter x Hunter d'ailleurs. Ça se voit que Togashi s'amuse beaucoup à faire ça et c'est juste excellent. Hein, même si parfois il abuse des explications, le frérot, on kiffe quand même. Mais c'est pas tout parce que le Nen permet aussi d'avoir des utilités autres que le combat. Hein, on peut notamment penser à certains membres de la brigade qui ont des capacités permettant notamment de décupler certains objets et qui leur permettent d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui se passe autour, la localisation exacte de ces objets-là en fait. Ou encore Shizuku qui elle a un aspirateur qui bon déjà elle tabasse des gens avec tranquille, mais en plus de ça elle peut aspirer littéralement tous les cadavres, pratique pour une organisation un petit peu criminelle.
Voilà, bah, parce qu'ils font quand même des sacrés massacres, hein, ces bâtards. En bref, le nen dépend seulement de la créativité de Togashi. Et ça, je trouve ça juste génial. Parlons aussi de la mise en scène. Là, c'est du très haut niveau. Genre, la scène que j'ai en tête, par exemple, t'as Kurapika avec certains membres de la famille Nostrad dans une voiture. Tu passes plan sur le ciel et ensuite tu vois la brigade fantôme. Ensuite, bref, la transition est parfaite. Voilà, ce genre de choses, c'est juste exceptionnel. Maintenant, on peut aller un peu plus loin dans les détails, notamment avec le personnage de Kurapika. L'un des thèmes, voire même le thème principal, en tout cas dans cet arc, c'est sa vengeance. Mais du coup, comment est-ce qu'elle est exploitée? Bon, déjà, il y a son combat face à Ivogin, qui nous donne une première réponse, c'est que Kurapika a raison de se venger. Mais tout au long de l'arc, on va tester sa détermination, on va tester sa volonté de se venger, finalement. Alors oui, une histoire de vengeance, on en a déjà vu des tonnes et des tonnes, mais pourquoi est-ce que là, je trouve ça intéressant? Parce que finalement, on se rend compte à la fin de l'arc que la vengeance, c'est pas sa priorité. La brigade fantôme eux-mêmes s'en sont rendus compte. Je trouve ça juste excellent, ça prend littéralement à contre-pied toutes les attentes qu'on pouvait avoir au sujet de Kurapika. Il ne suit pas simplement une quête de vengeance. En fait, il est surtout là pour rendre honneur à son clan finalement, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que sa première priorité en tout cas, c'est de rassembler tous les yeux du clan Kuruta. C'est vraiment incroyable comment ça a été exploité. Ça a été fait que sur un seul arc, dites-vous. Dans cet arc, ça a clairement été un point central du récit. En tout cas, au niveau du personnage de Kurapika, ça tourne beaucoup autour de ça. Il y a aussi le sujet de sa haine qui va être abordé et qui sera aussi là pour créer de la nécessité au personnage de Senritsu qui, sans elle, Kurapika aurait été forcément dans la merde en fait. Ça montre finalement que la haine de Kurapika peut être canalisée malgré qu'elle soit quand même énorme. Et je parle pas de son Z, putain, faut que j'arrête les blagues de bof. Parlons ensuite du personnage de Gon. Ce qui va être énormément mis en avant dans cet arc, je trouve, c'est son innocence. Ça va être beaucoup appuyé le fait que Gon ne fait pas vraiment la différence entre le bien et le mal finalement. Mais pour moi, il y a une scène qui symbolise toute l'innocence du personnage. Cette scène, c'est la question qu'il pose à Kuroro. 一つ聞きたいことがあるんだけど、なぜ自分たちと関わりのない人間を殺せるの？ Cette scène est vraiment incroyable et le fait que Kuroro ne donne pas de réponse, ça veut littéralement tout dire. Et pourtant, malgré tout ça, malgré qu'on se dise que Gon est un personnage qui est très bon, le personnage qui se rapproche le plus de Gon, bon, en dehors de Hisoka évidemment, ça va être Uvogin dans cet arc. En tout cas, la brigade fantôme va beaucoup le comparer à Uvogin. Pourtant, l'un est clairement un antagoniste et l'autre, c'est le protagoniste. C'est pour moi une preuve du fait que Hunter x Hunter n'est pas une œuvre manichéenne. Et ça, c'est intéressant. Voir comment ça a été exploité et en plus, quand tu sais le développement que ça a eu par la suite, on ne peut que applaudir en fait. Bravo Togashi, frérot, t'as créé un personnage de fou. Ça symbolise beaucoup de choses autour du personnage de Gon. Ça nous montre quand même que le gars n'est pas là pour faire du mal aux gens, il n'est pas là pour ça. Il ne fait pas vraiment de différence entre le bien et le mal. Juste lui, tout ce qu'il veut, bah c'est ses amis quoi, c'est leur bien en fait. Ça veut dire que s'il faut venger ses amis, il le fera. Ça veut dire que s'il faut tuer pour sauver ses amis, il le fera. Ça veut dire que si tu rentres en contradiction avec lui, si t'es sur son chemin vers son objectif, il n'hésitera pas une seule seconde à te niquer ta race, tout simplement. Genre le fait qu'il ne voie pas Zeipairu comme un putain d'arnaqueur de merde, c'est la preuve qu'il ne fait pas la différence entre le bien et le mal, c'est la preuve de son innocence finalement. Le gars est régi par deux trucs, son objectif et l'attachement qu'il porte à ses amis. Le reste, il s'en tape et ça rend le personnage vraiment intéressant car il n'hésitera pas non plus à mettre sa vie en danger pour ses potes. En bref, l'écriture du personnage de Gon continue son chemin. Mais bah ouais, parce que depuis le début, c'est un petit peu ça qu'on nous montre. Là, ce qui se passe dans cet arc, c'est qu'on continue de nous le faire voir un peu chacun des aspects de la société, chacun des aspects du monde de Hunter x Hunter et on va voir par la suite comment est-ce qu'il va évoluer par rapport à ça. Et ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, un personnage qui s'en rapproche énormément, je vais parler d'Hisoka évidemment. Bref, dans l'arc, il est clairement un élément perturbateur aussi. J'en ai pas parlé avant, mais vraiment, c'est un élément qui va être important, notamment par rapport à Kurapika. C'est lui qui va donner les informations au sujet de la brigade fantôme. Bon, pas des informations totalement correctes, en tout cas pas complètes, mais des informations quand même. Il y a toute une symbolique par rapport à la carte du Joker. Alors, je vais pas m'aventurer plus de ce que ça dans les détails, mais il y a une chose à relever que je trouve vraiment pertinente et intéressante. En fait, le personnage de Hisoka, finalement, si on y réfléchit bien, cette symbolique, elle est due à quoi? Pour moi, c'est parce que Togashi peut l'utiliser à tout moment dans son récit, tel un Joker. Un Joker qui permettrait de faire accélérer les choses, un Joker qui permettrait à tout moment de le faire s'attaquer à Gon, le faire s'attaquer à Kurapika, le faire s'attaquer à Killua, ce qu'il veut, littéralement. Hisoka est clairement le personnage imprévisible par excellence, ce qui donne une liberté de fou à Togashi, et je trouve ça vraiment génial. Et c'est pour ça que je kiffe cette symbolique qu'il y a autour du Joker avec Hisoka, car elle est pertinente déjà par rapport à tout ce qu'il y a autour du personnage, mais surtout par rapport à l'utilité qu'a le personnage dans le récit, et je trouve ça excellent. Parlons ensuite aussi de Killua. Le personnage n'est pas forcément extrêmement mis en avant, il suit surtout Gon, en tout cas pour le moment, mais il y a clairement pas mal de choses qui sont mises en place avec ce personnage, notamment par rapport à son frère Hirumi, mais ça c'est encore quelque chose qui sera exploité par la suite. On voit vraiment que l'arc Yorkshin pose beaucoup de bases pour ce qui va se passer par la suite, notamment dans des arcs comme l'arc des
pour mes chimères. Et puis ça reste Killua quand même, hein. Le gars c'est un crack, voilà, on le sait depuis le début, et puis il continue de le prouver encore une fois. Mais il y a aussi Léolio, j'en ai déjà parlé vite fait, le personnage sert clairement à rendre l'univers vivant, car il évolue en parallèle de tout le monde, à son rythme évidemment, mais on le voit pas vraiment. Alors déjà, certains pourraient se dire qu'il est trop mis en retrait, moi je pense pas, parce qu'en fait, est-ce que c'est vraiment intéressant de voir Léolio se faire de la thune, tout ça, et d'avancer son objectif? Est-ce que c'est vraiment l'objectif de Léolio qui nous intéresse réellement avec ce personnage? Pas vraiment. Alors il a un objectif très noble, très intéressant, c'est très cool, oui, mais c'est pas vraiment le truc qu'on a envie de suivre dans Hunter x Hunter, on va pas se mentir, et c'est pas vraiment le truc intéressant à suivre. Par contre, là où je trouve le personnage intéressant, c'est que déjà au début du manga, au début de l'anime, il avait posé une base au sujet de l'argent dans le monde d'Hunter x Hunter, etc. On l'a vu ça directement, et c'est un sujet qui va être en plus exploité dans l'arc Yorkshin, c'est sympa, c'est cool, d'ailleurs ce sera aussi exploité un petit peu plus par la suite. Donc ça nous montre que Léolio tout d'abord, en tout cas dans l'arc Yorkshin, on nous montre que Léolio n'avait pas tort, finalement, avec ce qu'il a dit sur l'argent, mais en plus le personnage est vachement utile, malgré ce qu'on pourrait croire. Bah ouais, c'est lui qui aide Gon et Killua face à la brigade fantôme lorsqu'ils se font capturer, et c'est un petit peu lui qui est leur mentor, entre guillemets, en tout cas pour ce qui est de la vie quotidienne en fait. Car bon, Gon et Killua, ils ont beau être puissants, ils ont beau être tout ce que tu veux, les frérots au niveau de la société, ils sont totalement marginaux. Ah, frérot, le gars Killua, c'est un putain d'assassin, et Gon, il connaît littéralement rien. Et c'est en ça que le personnage va être intéressant. De plus, il est un petit peu celui qui est le plus proche de nous, du monde réel en fait. Beaucoup de ses réactions pourraient être une réaction de n'importe qui de lambda dans notre monde. C'est toujours un personnage assez drôle, assez attachant et super sympa à voir en fait. Il aide beaucoup au rythme du récit, on va pas se mentir. Il ajoute un petit peu cette touche de légèreté que Hunter x Hunter a besoin par moment. Et finalement, à l'image d'un Krillin, c'est un petit peu le personnage le plus humain d'Hunter x Hunter, j'ai l'impression. Malgré tout ce qu'on peut en dire, malgré le fait qu'il manque de puissance par exemple, c'est quand même un personnage qui reste dévoué pour ses amis, qui reste là pour eux et qui est là pour les aider. Et ça on le verra notamment encore une fois par la suite. En bref, malgré les apparences, le personnage de Léolio reste extrêmement important. Ce n'est pas pour rien qu'il fait partie du quatuor des protagonistes d'Hunter x Hunter finalement, même si pour lui son développement se fait plus en soum soum. Ensuite, on a clairement les antagonistes majeurs de l'arc, la brigade fantôme, c'est clairement cette organisation qui va être les antagonistes. Et bordel, ça a été trop bien géré. Tout d'abord, c'est une organisation sur laquelle on a énormément de mystères. Déjà, en plus de nous l'avoir hypé pendant longtemps au début d'Hunter x Hunter, Togashi arrive à nous en révéler assez pour la rendre intéressante, mais en même temps pas assez pour avoir encore beaucoup de mystères avec. C'est en ça que c'est vraiment très bien géré. Tout d'abord, son fonctionnement est juste énorme, hein. Voilà. Le principe, en tout cas, l'idée de base voudrait que Kuroro, on s'en bat les couilles s'il meurt, en gros. Quelqu'un prendra sa place. Et ça va être un dilemme. Certains seront d'accord, d'autres pas d'accord. Ça va créer de la tension au sein même du groupe. Et évidemment, ils vont vouloir agir. Et c'est là où on va voir à quel point ils sont soudés. Ils vont agir de sorte à garder la brigade intacte. Jusqu'à même que Pakunoda va se sacrifier. Dans cet arc, c'est surtout Pakunoda et Uvogin qui vont être le plus mis en avant, même si il y a aussi Nobunaga qui va beaucoup être présent, qui va notamment être beaucoup développé après la mort de Uvogin. Et c'est parfaitement bien géré par le simple fait que malgré ça, ils ont tous un petit peu leur moment. Ils sont tous un petit peu exploités, on voit à peu près leur force. En tout cas, on arrive à se faire une vague idée de la force qu'ils peuvent avoir. Et le mieux dans tout ça, c'est Kuro. Sérieusement, déjà la symbolique autour de ce personnage, c'est juste incroyable. Il est trop mystérieux, on sait pas vraiment ce qu'il fout là, mais on sent que le mec, il est pas là pour déconner, il est pas là pour rigoler. Il a clairement un objectif en tête, mais on ne sait pas, on ne sait rien encore de lui. Et ça, je trouve ça génial. On ne sait rien de lui, mais Togashi arrive à faire en sorte que ce personnage soit énormément menaçant. Il a clairement un plan en tête et un plan qui se limite sûrement pas à l'arc Yorkshin, mais pour l'instant, on n'en sait rien de ce qu'il veut faire. C'est juste incroyable. Cette dimension de mystère déjà autour de la brigade, mais en plus autour du personnage de Kuroro, rend vraiment cette brigade juste trop intéressante. Et on a vraiment juste trop hâte de voir comment ça va être exploité par la suite, parce qu'il y a tellement matière à faire des dingueries, ça en devient génial. L'arc est tout autant centré sur Kurapika que sur la brigade, vraiment. Et en plus, un autre truc qui est vraiment génial, c'est que la brigade fantôme à la fin de l'arc, ils ont gagné en fait. Kuroro a volé le pouvoir de Neondostrad, ils ont volé les trucs des enchères, Kurapika n'a rien pu faire pour leur en empêcher, et ils ont toutes les informations nécessaires pour baiser Kurapika. Ils ne représentent même plus une menace finalement pour eux. Ils savent même que Kurapika finalement, la vengeance, c'est pas forcément ce qui l'intéresse. À la fin de l'arc,
l'arc, la brigade fantôme sort vainqueur. Finalement, et si leur véritable ennemi, ce serait pas Hisoka? C'est lui qui les trahit finalement dans l'arc, et il a l'air d'avoir un certain lien avec Kuroro, hein. Il veut vraiment se taper contre lui. Mais bon, ça c'est encore un truc qui sera exploité par la suite, donc je vais pas plus en dire pour l'instant. En bref, la brigade est vraiment exceptionnelle. En plus de ça, ce que je trouve vraiment génial, c'est que la plupart de ces personnages ont des pouvoirs en rapport avec leur rôle de voleur. Et ça, c'est vraiment cool. Ils ont aussi beaucoup des pouvoirs très utiles, notamment le cas de Shizuku comme j'en ai parlé, mais aussi par exemple Chernalk qui peut littéralement manipuler des gens à distance. Voilà. Mais c'est aussi le cas de Pakunoda qui elle peut littéralement tirer les informations comme elle veut, comme elle le souhaite, directement dans l'esprit des gens. Donc en gros, malgré son long pif, elle est quand même bien utile, hein. Et évidemment, ils vont être nerfs à ce niveau-là, hein, parce que oui, à la fin, Pakunoda choisit de se sacrifier. Elle choisit de donner sa propre vie pour le bien de la brigade plutôt que la vie de leur chef. Parce que pour l'instant, malgré tout ce qu'ils peuvent dire, il y a quand même une partie de la brigade qui a encore besoin de leur guide, de Kuroro. En bref, là, avec cet arc, tout ce qu'on a envie de savoir, c'est qu'est-ce qui se trame avec cette brigade, quel est leur objectif au final, parce qu'ils ont l'air de chacun avoir des objectifs différents, mais en même temps de tous être liés par quelque chose. Évidemment que ça a sûrement un lien avec leurs origines, notamment car la plupart des membres sont originaires de l'étoile filante, qui est une ville dépotoir qui est habitée par des parias. Les gens qui y vivent n'existent pas dans les documents officiels, et l'existence de la ville elle-même est connue par très peu de gens. En bref, l'arc est rempli de bonnes choses, que ce soit au niveau de l'ambiance, de la mise en scène, de tout ce que ça raconte, c'est vraiment exceptionnel. En plus de poser les bases pour pas mal d'éléments qui seront par la suite exploités, l'arc en lui-même est vraiment génial. C'est grâce à tout ce que j'ai énoncé dans cette vidéo que cet arc m'a mis une giga grosse claque, et j'ai franchement kiffé l'arc, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo de votre côté. N'hésitez pas à me dire votre avis, dites-moi quel a été votre arc préféré d'Hunter x Hunter notamment, dites-moi ce que vous avez pensé, votre avis notamment sur l'arc Yorkshin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous avez kiffé. Sur ce, moi je vous laisse les frères, portez-vous bien.